Bonjour, Gilles Manchon, je fais partie de l'organisation bénévole de la Côte-Saint-André, je suis président. Nous organisons ça depuis 32 ans, ce festival Nature en Bièvre. Au début, nous étions à la salle des fêtes et le salon s'appelait Arrêt Chasse. En 1995, nous avons décidé de franchir un cap lors de changement de président et nous sommes descendus au parc Alivet, mis à notre disposition par les diverses municipalités. Nous remercions la municipalité de la Côte-Saint-André pour leur aide technique et puis la Fédération de chasse de l'Isère pour leur aide et le Conseil général de l'Isère par M. Barbier. Notre organisation est entièrement constituée de bénévoles. Nous avons une partie animation, nous avons une partie exposants. Nous remercions les exposants qui nous font confiance depuis très longtemps en venant à la Côte-Saint-André. Et bienvenue aux nouveaux exposants qui découvrent notre salon. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Festival Nature en Bièvre 2019. Dieu qui a fait le monde nous accueille tel que nous sommes, d'où que nous venions. Nous sommes là pour le célébrer à travers cette nature qui nous entoure, qui nous reçoit. Nous entrons dans le mystère de l'Eucharistie en implorant la miséricorde du Seigneur, en nous demandant son pardon. Bonjour amis chasseurs, nous exposons depuis quelques années au salon de chasse de la Côte-Saint-André pour présenter notre campement Madiana qui se situe au niveau du cœur du Sénégal, plus précisément la Gambie, qui est le plus petit état africain. Nous disposons de 55 000 hectares pour vous faire plaisir au niveau de la chasse du petit gibier au gros gibier, du canard, du francolin, jusqu'au crocodile, voire l'hippopotame. Sans oublier la grosse population de phacochères que nous avons sur le camp, grâce au fleuve de la Gambie, et surtout des énormes rizières qui nous permettent de le chasser à l'approche, à l'affût. Nous tirons uniquement des mâles, minimum de 10 ans. Je vous invite donc à venir nous rejoindre en Gambie, sur notre camp, Madiana, pour vous permettre vous faire découvrir notre passion qu'est la vôtre de chasser en Afrique. Bonjour, je me présente, Éric Charrer. Je suis le président actuel de l'association iséroise des chasseurs à l'arc, l'AICA, qui a son siège sur Pommier de Beaurepaire dans l'Isère. Et là, nous sommes sur le salon du Festival en Bièvre, qui est un salon de chasse, nature et utilisateur de la nature, où on fait un stand d'exposition pour présenter au grand public notre passion. Donc l'AICA existe depuis 1995, date à laquelle la validation ministérielle a été opérationnelle sur le territoire français. Et depuis, nous chassons à l'arc et nous assurons les JFO concernant la formation des futurs chasseurs, qui sont donc les journées de formation obligatoires pour pratiquer la chasse à l'arc. Bonjour,
Donc je m'appelle Thierry Magnon, je suis producteur à Sous dans la Drôme, à côté de Cré, donc dans le bassin, on dirait même dans le berceau de l'ail. Voilà, moi je me suis installé en 2009 à la suite de mes parents. Voilà, j'ai repris la ferme familiale et donc on cultivait l'ail déjà auparavant. Et j'ai repris cette activité parce que c'est une culture qui m'intéresse, qui me plaît. Donc là actuellement aujourd'hui j'ai de l'ail violet. L'ail violet, il y a 3 types d'ail en fait. Il y a l'ail violet comme ça là, qu'on ramasse en fan. Donc l'ail violet, si vous voulez, c'est le premier qu'on plante, c'est le premier qu'on arrache. Quand je vous dis c'est le premier qu'on plante, on plante au début octobre et on ramasse en général entre le 15 et le 20 juin suivant des années. 3 types d'ail. Donc quand je vous disais 3 types d'ail, le premier, le violet, on peut le conserver en général. Moi, un ail en fan, ce que je conseille, c'est de le conserver à l'air et au sec. Surtout pas lui couper la tige, parce que si on coupe la tige, on va développer la germination. Pourquoi? Parce que quand on plante l'ail en général au début octobre, une année normale, pour Noël il est sorti. Donc le fait de lui laisser la tige, ça lui coupe la germination. Voilà. Oui, bonjour, Raymond Giton, donc président de l'association des chasseurs de grand gibier du Dauphiné. Comme je vous le disais, cette association est une association affiliée à la NCGG, Association nationale des chasseurs de grand gibier, association reconnue depuis déjà quelques années d'utilité publique. Alors, nous avons un but bien précis, à savoir l'évolution de l'éthique de la chasse. Je dois dire que nous mettons aussi très fortement, depuis quelques années maintenant, l'accent sur l'aspect sécurité. Qui, à mon avis, est très important. Vous savez qu'il n'y a pas plus d'accidents à la chasse actuellement que dans les autres pratiques sportives, mais nous sommes quand même, nous, beaucoup montrés du doigt, et donc nous faisons tout pour former les chasseurs, en association d'ailleurs avec les instances existantes, comme la Fédération nationale des chasseurs. Donc, le côté sécurité est très important. Notre rôle également est d'encourager le partage de la nature. Donc en nous faisant connaître, en montrant aux autres que nous sommes prêts, aux autres usagers de la nature, que nous sommes prêts à les accueillir sur les territoires où nous pratiquons notre spa, et ceci en toute convivialité et bien sûr sécurité pour tout le monde. Alors bonjour, moi je pratique donc 2 modes de chasse, la chasse de haut vol et la chasse de bas vol. Alors pour la chasse de bas vol, j'utilise des harris et des autobus des palombes, donc ça c'est une buse de harris, une buse qui vient du Mexique. Donc je chasse plutôt avec le lapin, faisan et perdrix. Et avec l'autour des palombes, je chasse pareil, perdrix, faisan. Alors il y a 2 modes de chasse que je pratique, le bas vol et le haut vol. Donc pour le bas vol, l'animal est sur le coin, j'utilise un chien d'arrêt, donc on se balade. Le chien me sert à trouver le gibier, m'arrête le gibier. Et avec le rapace, je me positionne une fois que le chien est à l'arrêt. Je demande au chien de me servir le gibier et je lâche le rapace une fois que le chien m'a servi le gibier. Donc pour le haut vol, c'est un petit peu différent. J'utilise un faucon sacre. Donc le faucon est chaperonné, un chaperon. Et de la même façon, on se promène donc sur les terrains de la CCA. Et une fois que le chien est à l'arrêt, je m'écarte de 10 mètres, je déchaperonne mon faucon monte à 180 mètres. Et à partir de là, une fois qu'il est à 180 mètres et centré sur le fauconnier, je demande à mon chien de servir le faisan, par exemple, si c'est un faisan. Et le rapace descend à environ 200 km/h sur la proie, une fois que le faisan a décollé. Exactement combien il y a de pourcentage de jeunes par rapport aux adultes. Et c'est là qu'on voit si vraiment... oui, il faut freiner, voilà, s'il faut freiner, voilà. Et si la reproduction a été bonne ou pas. Parce que si on tape que vraiment dans les adultes, ben, oui c'est sûr que et contre nos détracteurs, c'est ça qu'on peut prouver, en prouvant qu'on a vraiment des chetelles. Mais est-ce que comme les pays
mâles texas qui respectent. Là, c'est là le gros problème, c'est que... Parce que toutes ces chasses, là, il y a des gens qui font des chasses en Bosnie et tout. Et je lui dis oui, mais les quotas, est-ce qu'ils sont respectés et tout? C'est toujours pareil. Mais déjà, rien que dans la France, le paiement n'est pas le même. Les 30 oiseaux, oui. Les 30 oiseaux, oui, mais par semaine. Par semaine et par jour. Le paiement n'est pas le même. Déjà, il faudrait déjà qu'on se mette d'accord. Hein, ça serait déjà... ça serait pas mal. Très bien, voilà, hein? Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Maurice Nomain, je suis coutelier professionnel depuis moins de 10 ans, depuis 10 ans à peu près, et en fait je suis devenu coutelier après ma retraite, parce que de toute ma vie je n'avais jamais touché un outil, simplement j'ai cherché une occupation, et comme je suis chasseur, pêcheur, et que j'ai toujours fabriqué mes mouches pour la pêche et mes cartouches pour la chasse, je me suis dit que fabriquer mon couteau pour la chasse, ça serait une bonne occupation, et maintenant j'en fabrique beaucoup. Alors je travaille principalement pour les chasseurs, puisque je suis chasseur moi-même, et j'ai commencé paradoxalement par la chose la plus difficile à faire en coutellerie, c'est la dague. Les gens s'imaginent pas qu'une dague est 4 fois plus difficile à fabriquer qu'un couteau, et non pas 2 fois plus difficile, parce que sur une dague vous avez 4 faces, et les 4 faces doivent être identiques, une à une, toutes les 4. Concernant l'acier, j'utilise presque exclusivement un acier de très haut de gamme qui s'appelle le 90 MCV8. C'est un acier qui est très performant pour faire des lames, mais qui malheureusement est très difficile à travailler. Cet acier, je le forge pour obtenir la forme de la lame et la forme du couteau. Et ensuite, bien évidemment, comme tout le monde, je travaille avec des abrasifs, avec des machines qu'on appelle des backstands, avec des polisseuses, etc. Des machines qui, grâce à des bandes abrasives, enlèvent la matière qui sert à rien en fait, et puis ensuite des polisseuses, affûtage, etc. Donc je commence quand je fais un couteau par la forge. Ensuite, je vais travailler tout ce qui va concourir à faire un manche, alors que ça peut être soit des couteaux en plein manche comme ceci, soit des couteaux à plate semelle. Ici j'ai de la corne d'antilope cheval, antilope hippotrague. J'adore aussi le facochère, par exemple ça c'est un manche fait dans une dent de facochère, et puis avec le facochère on peut faire aussi ce genre de choses, des inserts. Vous avez peut-être pu remarquer que sur pas mal de mes couteaux et de mes dagues, vous avez des gravures. Ces gravures sont faites par un graveur qui est un véritable artiste lui aussi. C'est pour personnaliser. Voilà, cette dague par exemple. Oh, il y a des jolies empreintes digitales que je vais enlever. Cette dague, vous avez ici un cerf, vous avez ici un sanglier. Toutes ces bagues ont été gravées à la main. Tout ça, c'est gravé à la main. Et ici viendront en finale les initiales de l'heureux propriétaire qui achètera cette dague. Alors, une de mes grandes spécialités et qui est reconnue par la presse cinégétique au total sont mes épieux. Toute la presse cinégétique écrit que mes épieux sont, ça c'est le chasseur de sanglier, ici c'est sanglier passion. Toute la presse cinégétique écrit que mes épieux sont les meilleurs de France. En fait, je suis en train de mettre au point une chose qui n'existe nulle part ailleurs, que j'ai appelé l'épieu clic-clac, l'épieu qui permet d'être monté et démonté en une fraction de seconde. Et encore, celle-là, c'est la plus petite. Vous allez voir, la plus grosse arrive. La machine que vous venez d'entendre tourner, c'est une 250 cm3.
66 chevaux, la plus petite des tronçonneuses de compétition en action lors des Timber Sports. On est dans du 325 cm3, 82 chevaux. Bonjour, donc j'ai le plaisir de vous présenter le couteau le Montagnard que nous fabriquons depuis une dizaine d'années. Ils sont fabriqués à Thônes en Haute-Savoie. À Thônes? Oui, à Thônes, tout à fait. Vous connaissez, c'est tout près d'Annecy. Ah, évidemment, c'est à 20 km d'Annecy. On fabrique plusieurs modèles. Donc vous avez ici le Montagnard, vous avez deux autres modèles ici que sont l'Allobroge, des couteaux régionaux, donc historiques entre guillemets, et le Gaulois. Ces couteaux, comme vous le voyez ici, au dos, ont été fabriqués, les deux derniers que je viens d'évoquer, sont fabriqués en Gaule. C'est du moins ce que nous avons indiqué sur la lame, puisque, comme il s'appelait le Gaulois, on ne voulait pas marquer fabriqué en France, ça faisait désordre, oui, évidemment. Idem pour l'Allobroge, par contre, le Montagnard, lui, est bien indiqué Made in France. L'avantage de nos couteaux, c'est que ce sont de plein manche-bois, d'une seule pièce, toujours. Quel que soit le modèle de couteau, nous n'avons qu'une seule pièce de bois. Ça, c'est un cran forcé comme un tiers des verrous en ligne. Absolument. Donc voilà, qui est un principe maintenant très connu, très utilisé dans la coutellerie, qui s'appelle le liner lock, avec juste un linguet qu'on doit repousser sur le côté. Nous avons ici gravé au cœur de cette lame une Edelweiss, qui n'est pas ici qu'à des fins décoratives. Elle vous permet d'ouvrir la lame sans toucher au tranchant du couteau. Donc c'est très pratique et ça ajoute l'utile à l'agréable. Ce sont des lames très faciles à affûter, ce sont des carbonox, donc des aciers au carbone, mais cependant inoxydables puisqu'ils ont 13% de chrome, ce qui les rend inoxydables. Donc c'est un acier qui est très facile à affûter, qui se comporte comme les premières lames des Opinel, à l'inverse près qu'il ne noircit pas. Pour les chiens courants qui s'égarent, qui vont trop loin par rapport aux idées, d'écouter Emmanuel. Donc celui que vous avez dans les mains est un couteau en bouleau finlandais, du bouleau madre, dont le vrai nom finlandais est Visa Koivu. Ce qu'ils utilisent pour les poucos. Pardon? Ce qu'ils utilisent pour les poucos. Oui, tout à fait, tout à fait. Le plus grand fabricant de couteaux finlandais qui est à Rovaniemi, qui s'appelle Martini, que vous connaissez. Roselli. Roselli également, voilà, qui est un fabricant un petit peu moins connu, plus connu dans le domaine des haches, que dans le domaine des couteaux, mais qui est également très connu dans le Nord. Voilà, donc vous connaissez bien, je vois. Ici, vous avez un cale-pouce. Donc l'avantage de ce couteau, aucune partie métallique sur le dos du manche. C'est très rare de voir que tout le mécanisme est logé à l'intérieur du manche. Une petite pièce ici, voilà, pardon. Vous avez donc à l'intérieur ici toute une armature qui est entièrement logée dans le manche et qui est ouverte au milieu, ce qui fait que lorsque l'on referme la lame tape sur du bois et non pas sur du métal. Donc ça évite de désaffûter et ça permet de ménager le tranchant de la lame. C'est l'équivalent d'un ressort négatif. Absolument. Voilà. Sur les vieux couteaux qui étaient dotés de cette subtilité. Oui, oui. Ou des couteaux qui sont bien faits normalement et qui doivent avoir le ricasso, qui est cette partie-là qui appuie sur le dos pour ne pas toucher. Et là, même si on touche le bois, on n'a pas de problème. On est exactement comme un Opinel. Bonjour, merci de l'interview. Voilà, je suis agriculteur, 27 ans d'activité de commerce de la pogne. Et pourquoi j'ai fait des pognes? Parce que ma grand-mère elle en faisait. Et c'est pas compliqué, vous mélangez une douzaine d'œufs, une livre de beurre, une livre de sucre, une livre de vin, un demi-verre de rhum, un demi-verre de fleur d'oranger et 2 zestes de citron, bien sûr. Et de la farine jusqu'à ce que ça soit assez consistant. Et à côté de ça, c'est cuit au feu de bois. On chauffe le four, on retire les braises, on met les poignées à l'intérieur et c'est la pierre en refroidissant qui cuit. Et la particularité, c'est que c'est le blé qu'on sème, qu'on récolte, et c'est M. Jouve à Néron qui fait ma farine. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Le savoir-faire, il m'a pas été transmis. J'ai démarré, perdu mon père à 10 ans, moi, et j'ai travaillé et on arrive. Voilà.
Bonjour, Denis Liotier. Je suis romancier des romans de chasse. J'habite dans le Var, je chasse dans le Var, dans le Jura, dans les Landes. Et mes romans parlent de toutes sortes de chasses, que ce soit le chien d'arrêt, bécasse, chien courant. Le dernier roman, Chien et loup, qui est une suite du précédent, Le Clos du Juge, se passe en Provence. Chien et loup, en fait, voit apparaître un nouvel habitant dans les forêts provençales, c'est le loup, et ce qui peut amener quelques perturbations dans le fonctionnement général de l'ensemble de la faune. Voilà. Je suis Catherine Liotier. En mars 2018, j'ai décidé de participer au Rallye des Gazelles avec ma fille. Et nous avons diverses actions pour financer ce rallye qui est très onéreux, dont une petite action notamment qui consiste à peindre des morceaux de bois avec de l'acrylique et de peindre ça à la main d'après photo. Voilà, donc je vous présente ces petits tableaux, on peut parler comme ça. J'ai commencé par faire beaucoup de légumes et puis j'ai dérapé, j'ai un petit peu glissé sur les animaux et me voilà en train de présenter du gibier donc au salon de la chasse nature en Bièvre à la Côte-Saint-André. C'est l'action de rechercher les truffes. Voilà. Regardez, la chienne. Donc la chienne, en fait, elle va faire son repas là avec Patrick. Voilà. Il économise des croquettes, il lui fait manger des truffes. Alors, il faut dire que la tuber estivum est moins chère que la mélanosporum. Hein. La tuber estivum, elle se négocie à 100, 200. Voilà. La récompense aussi, c'est la récompense de la caresse. Vous pouvez applaudir Patrick, hein. Parce qu'il a fait sa petite démonstration. Très sympathique. Il y en a une où il y a encore un petit bout. Il suffit qu'il reste un petit bout et la chienne, elle va le trouver à force de chercher. Voilà, elle gratte, elle gratte. Il peut être très petit. Un chien peut trouver une truffe qui n'est pas plus grosse qu'un petit pois extra fin. Et ceci à 10 cm de profondeur. Bonjour, on s'appelle Cathy et Franck, Sicorello, forgeron des terres froides. On habite dans les Hautes-Alpes, Saint-Julien en Beauchêne. Bon. Je suis forgeron depuis 12 ans, après un stage chez Avacan. Mais je faisais du couteau à l'âge de 5 ans, 6 ans, pour mon plaisir. Je réalise des couteaux pliants, couteaux droits, en 90 MCV8. Couteau Damas, pareil, 90 MC8, nickel. Pour les manches, j'utilise beaucoup de matériaux que je prends chez Benoît Mercorne. Benoît Mercorne. Après, bon, j'ai aussi pas mal de matériaux. Dans les Hautes-Alpes, on a du CAD, genévrier. Je fais pas mal de manches aussi en genévrier. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Séja, j'habite au Bourget-en-Huile et je fais de la photo animalière depuis 5 ans. Je fais surtout de la photo autour de chez moi. Bien souvent, je prends un chevreuil depuis ma maison. Sinon, un peu de bilbaude, je tourne dans la campagne autour. Et bien sûr, s'il faut une marmotte ou un chamois, il faut que j'aille les chercher un peu plus loin. Oui, si je suis sur ce salon aujourd'hui, c'est que je ne suis pas que photographe, je suis chasseresse également. J'ai commencé par la peinture, j'ai continué avec la photo, j'aime les animaux, je les peins, je les photographie et je les chasse. Et je les...
Bonjour, bienvenue sur le stand de Gabiessi. Donc c'est mon épouse, l'artiste taxidermiste. Elle exerce depuis de très nombreuses années. Et pour information, c'est la première femme diplômée dans sa profession en France. Donc l'atelier existe depuis 1975, c'est le papa de mon épouse qui a créé l'atelier et nous sommes basés dans le Nord-Isère à Biol, à 15 km de Bourgoin-Jallieu. Alors le métier de taxidermiste est un métier d'art évidemment et mon épouse Ghislaine, donc la taxidermiste, excelle entre autres dans la naturalisation des oiseaux. Elle naturalise toutes sortes d'espèces autorisées, évidemment, c'est tout régi par, c'est très cadré par des lois normales. Et voilà, la naturalisation des oiseaux est très difficile. Bonjour, je suis David, je travaille pour la société Les Vignobles Bertrand Guindeuil. Nous sommes propriétaires de 12 hectares de vignes dans les Graves. Donc les Graves, c'est où? Ça se situe dans le sud de Bordeaux. Et nous proposons donc toute une gamme de produits, donc du vin blanc sec, du vin rouge, avec différents cépages. Alors concernant l'historique de la société, il faut savoir que les vignobles Bertrand Guindeuil, c'est du vin depuis seulement 7 générations. Donc il y a eu le grand-père, le grand-oncle, et actuellement en fait c'est Bertrand Guindeuil qui est le propriétaire des vignes, qui a su retranscrire en fait le savoir-faire de ses anciens pour continuer à proposer de très bons vins. Donc concernant les rouges, nous sommes sur différents cépages. Le premier, donc Château-le-Cossu, nous avons 7 hectares de vignes, où est-ce que nous allons être en fait sur 60% de Merlot, 40% de Cabernet Sauvignon. Sur cette vigne, nous faisons aussi du vin blanc sec, donc là où est-ce qu'au niveau des cépages, nous allons être sur du Sauvignon et du Sémillon. À 4 km d'écart, nous avons une seconde vigne où est-ce que nous avons seulement 1 hectare. Donc là, on va être sur une majorité de Cabernet Sauvignon à 60% et seulement 40% de Merlot. Et ensuite, nous allons être là sur de la Muscadelle et du Sémillon. Donc il faut savoir que les vignobles Bertrand Guindeuil, donc nous travaillons sans pesticides et en agriculture raisonnée. Donc sur la vigne Château-Moulin-de-Marne, sur 1 hectare, nous avons un cheval encore, un cheval de trait qui s'appelle Jean Baval d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Et donc voilà. Après, nous sommes en fermage sur différentes régions de Bordeaux, c'est-à-dire que nous ne sommes pas propriétaires du sol, mais nous faisons quand même l'assemblage du vin, donc notamment sur des appellations comme le Saint-Émilion, le Pauillac, le Margaux, le Saint-Julien, le Pomerol. Voilà. L'œil est clair par contre. Hein, l'œil est un peu clair, mais c'est tout bon pour moi, il n'y a pas de c'est bon particulier. Je le rentre. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, bonjour, je m'appelle René Pichat, donc je suis le président de la FAC 38, la seule association cynégétique qui représente les chiens courants au niveau de notre département de l'Isère. Nous sommes dans la 11e année d'existence et aujourd'hui avons un peu plus de 300 adhérents. Nous sommes présents sur la fête de la Côte-Saint-André, comme tous les ans, avec un petit peu moins de chiens cette année parce qu'il y a la grande fête de la FAC nationale à Moulins la semaine prochaine, les 13 et 14 juillet. Donc comme je le disais, nous avons 300 adhérents au niveau de notre département et nous chassons tous les gibiers avec les chiens du 6e groupe, quelle que soit la race du chien. Différence avec la Société Centrale Canine qui, elle, regroupe que des chiens de même race. Vous dire quoi? Vous parlez un petit peu de ce que nous avons fait au niveau de la FAC 38. Nous avons organisé pendant ces 11 années la finale nationale chevreuil à Roibon, finale régionale lièvre à Saint-Au, Premier et Belle-les-Échelles, Assemblée générale de la FAC nationale, plus divers concours tous les ans, notamment sur lièvre. Nous n'avons pas la chance d'avoir un territoire aujourd'hui qui nous permette de chasser de sanglier, mais nous sommes en bonne voie, nous sommes toujours en prospection. Et si vous avez parmi vous des territoires qui peuvent nous accueillir, ne manquez pas de nous le faire savoir. Et comme je le disais, la semaine prochaine, 13 et 14 juillet, nous sommes à Moulins.
pour l'Assemblée Générale de la FAC nationale, il y aura une grande fête sur le parc des expositions de Moulins, avec, à cette occasion, 6500 chiens, véneries comprises. C'est la plus grande fête jamais réalisée. Première fête au monde, dans le monde cynégétique. 6500 chiens, de nombreux exposants, et nous attendons environ 30 000 exposants. 30 000 visiteurs, pardon, excusez-moi, 30 000 visiteurs. Ben voilà, en deux mots, tout ce que je vais vous dire pour vous présenter notre association. Bonjour, donc Gibis date une entreprise depuis 1951, entreprise familiale, et donc nous avons pris la suite de mes parents et nous sommes implantés en France sur 2 territoires, commune de Châtes, commune d'Anjou, à peu près 30 hectares de volières, produisons principalement faisans, perdrix rouges et perdrix grises. Donc notre élevage est complètement intégré, de reproducteurs, production d'œufs, faisans, perdrix, jusqu'à lâcher de gibier et gibier reproducteur. Nous produisons 1,5 million d'œufs faisans perdrix par an, nous gardons à peu près une centaine de milliers d'œufs en interne. Le reste est dispatché monde entier, de l'Angleterre jusqu'au Pakistan, Asie, Moyen-Orient, dans des élevages. Nous avons également une autre activité en interne, c'est-à-dire qu'on a développé à peu près depuis une quinzaine d'années, 2001 à 2004, qui est le conseil et la conception d'élevage pour des pays étrangers. Nous avons principalement une antenne à Abu Dhabi, où nous avons développé pour quelques familles royales Abu Dhabi, Dubaï, Qatar, Bahreïn, des élevages pour les familles royales, chasse également avec des dessins des territoires de chasse, formation du personnel, élevage de gibier clé en main, avec formation de tout le monde et du personnel. Et nous gérons ça depuis 2001 sur ce terrain-là. Le dernier, par exemple, dossier en cours à Abu Dhabi et Pakistan, où nous conseillons des personnes pour monter un élevage au Pakistan, dans le Cachemire. Voilà, et nous démarrons également sur l'Asie. Nous avons également développé une grosse implantation européenne pour tout ce qui est pays de l'Est et Russie, Ukraine, qui est basée en Hongrie, à Lajos Mizé, la société s'appelle Mizovad, qui est un partenaire et associé à Gibis. Nous sommes partenaires au capital et cette ferme va devenir une des plus grosses d'Europe pour distribuer dans tous les pays russes et est de l'Europe, qui a un marché gibier énorme avec une tradition de chasse très très marquée. Nous avons également une activité de capture de lièvres sauvages en Hongrie, où nous capturons à peu près 5000 lièvres par an, avec une distribution sur l'Italie et la France, pour repeupler les territoires de chasse. Donc ça, ce ne sont pas des lièvres de tir, ce sont des lièvres de reproduction, qui sont capturés adultes sauvages, et qui sont relâchés sur les terrains, ce qui est un animal parfait pour redynamiser, repeupler des territoires de chasse. C'est exceptionnel, une qualité d'animaux parfaite. Une de nos techniques d'élevage qui est très prisée par les chasseurs et territoires de chasse, dû au résultat des oiseaux qui ont un caractère sauvage très très marqué, c'est le nourrissage dès le premier jour, dès la première heure après la naissance des faisans et des perdrix, avec des vers de farine, des grillons et des criquets. Et également, à partir de la 8e, 10e semaine d'âge des oiseaux, nourrissage uniquement au sol des oiseaux, avec maïs concassé et blé. Et comme ça, les oiseaux mangent au sol et ça a un caractère sauvage vraiment exceptionnel.
l'armurerie Pérou. Bonjour, donc je suis M. Gilbert, taxidermiste, Jacques Gilbert. Je travaille à Salèze-sur-Sanne, c'est situé entre Vienne et Valence. Je suis taxidermiste depuis plus de 30 ans. En 91, j'ai présenté le concours des meilleurs ouvriers de France et j'ai obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Donc en taxidermie, je fais tout type de gibier, ça va du trophée africain au trophée européen. De plus en plus, je fais de plus en plus de trophées africains. Et ma grosse spécialité, ce sont les bas-reliefs que j'ai développés. En fait, j'ai mis au point des techniques qui permettent de présenter l'animal. Voilà, vous avez un oryx en bas-relief. Donc c'est un animal qui est... c'est pareil, par rapport à la profondeur du mur, on est sur 20 cm et on a plus l'impression que l'animal va sortir du mur et il s'intègre vraiment dans le mur. Donc ça, c'est des pièces que je réalise beaucoup pour des collectionneurs et des particuliers. Donc là, vous êtes dans du bas-relief. Ça, c'est un sanglier taxidermé en bas-relief. Alors le truc, l'astuce, c'est que la partie tête, elle est entière. Les proportions sont respectées. Et après, tout le reste, c'est fait comme un bas-relief. C'est le même principe de faire un bas-relief en pierre ou en bois, c'est-à-dire qu'on garde les perspectives et les proportions. Donc pour ce faire, je vais comprimer la peau par endroits, de façon à ce que là, par exemple, vous avez les plages de fourrure qui sont au bon endroit. Ici, c'est l'entrejambe du sanglier. Normalement, cette partie-là, elle fait une surface à peu près de 40 cm². Et donc moi, par des coupures, je coupe la peau, je la recouds, je compresse tout ça de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression que le sanglier soit en entier devant nous, mais par contre sur une faible épaisseur. C'est-à-dire en profondeur, du fond sanglier jusqu'au nez, j'ai à peu près 25 cm, alors que normalement on est à peu près à 70 par là, si on garderait toutes les épaules. Donc là, nous sommes sur c'est un montage que j'ai fait avec une cape de zèbre. Donc c'est la même tête, si vous voulez. J'ai refendu la tête en deux, puis j'ai écarté la tête. Donc ça, c'est un montage plus artistique. On est plus dans la décoration pour un intérieur. Donc, ça, c'est une pièce qui est exceptionnelle parce que c'est un chevreuil de Sibérie. Alors c'est un beau chevreuil sibérien, c'est un 12 porcs. C'est assez rare, on peut voir qu'il est très perlé. Alors le chevreuil de Sibérie, c'est un chevreuil qui est c'est la même espèce que notre chevreuil chez nous, sauf qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. En poids, on peut dire que c'est un chevreuil qui correspond à peu près à un petit daim, quoi. Ça, c'est un chevreuil qui a été prélevé en fin d'été, début d'automne. En ibex, normalement, je reçois la peau salée et les cornes d'un côté. Donc celui-là, il a été salé, mais il n'a pas été salé comme il faut. Et ce qui fait que quand j'ai retravaillé ma peau, toute cette partie-là, c'est de la chauve, c'est-à-dire que le sel n'est pas rentré assez profondément. Et quand on retravaille la peau, tous les poils s'en vont. Donc le truc, c'est d'écarter la peau et puis après de recoller des poils, touffe après touffe. Voire des fois poil après poil. Le centrage des choses, tout c'est merveilleux. La croix du sud au fond des cieux, mais dans mon rêve, dans mon cœur, l'on voudrait baiser toujours. Mais Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Boucher, je suis un écrivain du Jura et j'écris depuis 12 ans des romans de chasse.
Donc c'est des romans qui parlent beaucoup de chasse au pluriel, de la chasse sous toutes ses formes, mais également des activités annexes comme par exemple la passion des chercheurs de mue, puisque j'ai beaucoup de sympathie pour les chercheurs de mue qui sont vraiment des passionnés. Une fois j'avais trouvé par hasard donc des mues de cerf et ça m'a inspiré ce roman. Mais certains autres romans comme Le galop de chasse, on parlait également, puisque le galop de chasse c'est une allure du cheval, c'est l'allure des veneurs, un petit galop rassemblé. Et c'est le titre également d'un de mes romans qui met en scène des cavaliers et également des chasseurs. En tout, j'ai écrit 13 ouvrages, 11 romans et deux recueils de nouvelles qui sont également donc on va dire dans le même jus, c'est-à-dire intrigue, nature, chasse et également activités annexes. Ça ne me dérange pas de parler de la vie des bûcherons. Moi, c'est tous ceux qui partagent la nature. Voilà. Cette fois-ci, on va taper 2 coups à gauche, 2 coups à droite en faisant tourner les coups. En bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en haut, en bas. De cette manière-là, avec la précision du geste et la puissance des coups, ça permet de découper la bille très rapidement et de terminer la coupe le plus vite possible. C'est ce qu'on demande à ces deux garçons. C'est Marcel, notre vétéran, qui tourne le premier. Décidément. Allez, ça y est, Romain est dans le coup, il vient de tourner à son tour. Regardez bien, voyez le système en 2-2. On ouvre une large entaille et on essaye de décaisser très vite la bille de bois. Allez, Romain qui est en train de passer à la vitesse supérieure. Et normalement, il devrait régler très rapidement. Ça y est, beaucoup plus vite que tout à l'heure. Stand to your timber. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Ah, petit problème à l'allumage pour essayer de ne pas faire naviguer le pass trop dans tous les sens et de rester dans le même axe. Et pour le doyen, non pas de l'humanité mais du club, hein. C'est déjà pas mal. Il faut monter sur toi. Je vous propose de nous retrouver l'année prochaine pour la 33e édition, qui aura lieu comme chaque année, premier week-end de juillet.